tu as devant toi une phrase assez basique que je vais t'inviter à lire. Maintenant, petite question, est-ce que tu as lu ça avec une petite voix dans ta tête ? Cette même petite voix avec laquelle tu te fais des monologues internes, avec laquelle tu te critiques ou t'encourages, voire même parle de sujets random parfois. Je parle de cette petite voix qui faisait que tu étais sûrement très distrait enfant car tu étais tout le temps dans tes pensées et alors tout le monde te disait souvent que tu étais sur la lune. Voire même, ça t'arrive encore aujourd'hui parfois en pleine conversation, d'avoir ce petit moment d'absence où tu es juste dans ta tête. Eh bien, pour beaucoup d'entre nous, cette voix intérieure est tellement omniprésente qu'on pourrait dire qu'elle fait partie de nous. Mais spoiler alert, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et des recherches, notamment celles du professeur Russell Hurlburt, montrent qu'en règle générale, il y a 30 voire 50% des gens qui n'ont pas accès à ce monologue intérieur. Pour ces gens-là, voire sûrement toi qui regardes la vidéo, les pensées viennent sous forme d'images, de sensations ou de concepts sans passer par une forme de narration verbale. Et déjà là, c'est deux expériences totalement différentes du jeu de la vie qui se créent, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Mais déjà, comment du pourquoi du Where is Brian a-t-on trouvé qu'il existe des gens avec ce genre de monologue ou non ? Sachant que, comme beaucoup, tu as dû te dire toute ta vie que les gens devaient avoir aussi cette petite voix, si tu l'as, ou inversement, si tu ne l'as pas. Eh bien en fait, notre cher professeur Russell a exploré en détail ce phénomène avec une méthode unique qu'on va appeler DES. Il équipait ses participants de bips aléatoires tout au long de la journée, leur demandant de noter ce qui traversait leur esprit à chaque signal. Et c'est en regroupant ces notes qu'il a distingué plusieurs catégories de participants qu'il a classés en deux pans, ceux avec et sans discours intérieur. Et pour t'imaginer ça, face à une énigme, il y aura probablement deux types de réactions. La première personne va entendre une petite voix dans sa tête lui dire « Ok, si je fais ça, alors il faudra aussi penser à ça, blablabla. » Tandis que la seconde va plutôt avoir des images, des solutions, des chemins qui vont s'enchaîner en silence. Ce ne sont pas des mots, mais des concepts. Et pourtant, chacune de ces personnes est en train de penser activement. Seulement, l'un le vit comme une conversation mentale, l'autre comme un film intérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que cette idée de deux modes de pensée distincts peut d'abord sembler anecdotique, mais elle change radicalement notre compréhension de l'esprit humain, que ce soit dans nos façons d'aborder certains sujets, ou même de faire des introspections sur nous-mêmes. Je t'invite d'ailleurs à questionner ton entourage à propos, tu serais surpris du nombre de personnes très différentes à ce niveau-là, sous un même toit. Mais donc, bien qu'on pense assez facilement que le vecteur principal de pensée soit, le langage, il se trouve que grâce à ces découvertes, on ait trouvé que ce n'est pas le cas, et qu'il n'y a pas une seule façon de penser. Certains ne ressentent pas le besoin de verbaliser leurs idées, d'autres ne peuvent pas imaginer le silence mental. C'est aussi un peu une des réponses au pourquoi certains de tes potes lors d'un voyage s'endorment en quelques secondes une fois les yeux fermés, pendant que toi, tu galères avec tes pensées. Bon, ce n'est pas universel ce que je dis, mais ne pas avoir ce discours intérieur, c'est parfois un bon remède contre les insomnies. Et là, on commence déjà à pointer du doigt que bien qu'on n'ait pas tous le même langage intérieur, cela ne signifie pas que l'un ou l'autre est supérieur. Mais avant de continuer, est-ce qu'il existe simplement le monologue intérieur et les sensations comme mode de pensée, ou est-ce qu'il y a d'autres formes ? Eh bien oui, il y en a plusieurs qui ont été identifiés et étudiés, chacun offrant une fenêtre différente sur la façon dont les humains interprètent leur monde intérieur. Et on en a principalement identifié 4, même si dans les faits, il y en a bien plus. Le premier mode est le discours intérieur du coup, aussi appelé pensée verbalisée. Il a été théorisé que cette voix intérieure se développait chez l'enfant lorsqu'il apprenait à utiliser le langage pour se guider, et que parfois, ce dialogue originellement externe s'intériorisait. C'est un peu comme avoir un conseiller personnel invisible qui peut parfois guider et aider, mais d'autres fois jouer sur l'humeur ou l'anxiété. On peut considérer aujourd'hui qu'environ 50% des gens utilisent ce mode de pensée. On a ensuite la visualisation ou la pensée en images. Ce phénomène a été exploré dès le début du XXe siècle par des chercheurs qui avaient remarqué que certaines personnes décrivaient leurs souvenirs et idées sous forme d'images plutôt que de mots. En gros, les pensées prennent souvent la forme de scènes visuelles ou de symboles abstraits, ce qui est particulièrement utile pour des tâches créatives ou spatiales, comme imaginer des formes, des couleurs ou des scènes, étant donné que les personnes peuvent littéralement voir leurs pensées. Ce que le professeur Nancy Andreasen a associé à des compétences accrues en créativité, notamment chez les artistes ou inventeurs. Puis dans la continuité, on a ce qu'on appelle les pensées non symbolisées. Alors là, il faut un peu
s'accrocher parce que ce type de pensée représente des idées ou des intentions qui se forment dans l'esprit sans recourir ni au langage ni aux images. Et là, il est parfois difficile pour les gens de décrire ce type de pensée, car, tu l'as compris, elles échappent aux représentations claires et concrètes. Elles se situent dans une zone intuitive et difficile à définir, mais elles peuvent se traduire par des actions ou des décisions rapides, sans réflexion verbalisée préalable. Pour te la faire encore plus simple, c'est un type de pensée souvent décrit comme intuitif, où l'on sait sans passer par des mots ou des images. Par exemple, tu sais que protéger tes données privées sur le web, en laissant faire un professionnel de la sécurité et de la protection de tes données en ligne, qui s'appellerait par exemple Incogni, ce serait très bénéfique. Et surtout, tu sais que si aujourd'hui ta boîte mail est pleine de spam, c'est parce que les informations personnelles sur Internet ne s'amusent pas à juste être stockées là, mais elles sont vendues par des entreprises. Et tu sais que ça concerne à la fois des données comme ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone et tes mots de passe, sachant que, évidemment, tu sais que c'est vendu à des gens qu'on appelle des courtiers en données qui, eux, vont les revendre à d'autres entreprises. Mais le problème, c'est que tu sais que ces courtiers sont parfois impliqués dans des problèmes de hacking qui vont faire que, pouf, tes données vont partir dans les poches de personnes pas très bien intentionnées et que là, eh bien, ça peut vite devenir la foire. Et tu sais que c'est pour ça que je te recommande sincèrement Incogni, que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser plusieurs fois pour faire disparaître certaines de mes données, vu que j'ai déjà eu un problème par le passé avec ce genre de carabistouille. Et enfin, j'imagine que tu sais ce que tu as à faire, c'est-à-dire créer un compte et leur donner le droit de travailler pour toi. Et c'est absolument tout. Incogni contactera les courtiers en données en ton nom pour demander la suppression de toutes tes données et traitera toute objection de leur part. Tu sais que pour commencer, il suffit de t'inscrire en utilisant le lien dans la description. Utilise le code LAGAN avec le lien ci-dessous pour recevoir 60% de réduction sur Incogni. Et tu as évidemment 30 jours d'essai avant, puis je t'encourage très sincèrement à au moins essayer. Enfin bref, dans tous les cas, tu sais ce que tu dois faire, c'est-à-dire super attention à tes données. Et maintenant qu'on sait que tu sais, passons enfin à la conscience sensorielle. Alors elle fait penser à la pensée non symbolisée, mais ici il s'agit surtout d'être conscient de son environnement via ses sensations physiques. Pas d'image ou de mots non plus, c'est basé sur le ressenti, ce qui est très utile notamment dans les domaines où on travaille avec son corps, comme le sport ou la danse. Et du coup, ces deux derniers types de pensée, le non symbolisé et le sensoriel, entrent dans la catégorie des individus qu'on appelle atteints d'aphantasie, c'est-à-dire ceux qui sont incapables de visualiser des images mentales. Ceux qui montrent que des modes de pensée encore plus variés existent et que l'absence de visuel ou de verbal mental n'empêche pas un raisonnement efficace. Enfin bref, tout ça nous montre que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'existe pas de manière normale de réfléchir. Nos cerveaux sont créatifs et chacun d'entre eux crée son propre langage intérieur, que ce soit via les mots, les images ou même le ressenti. Et le meilleur, et là où je t'ai mis dans le flou exprès, c'est qu'en fait, il est super rare d'être juste cloisonné à un seul mode de pensée. Et pour la plupart des gens, il n'y a pas de cloisonnement strict. On est même beaucoup à alterner entre différents types de pensée, en fonction des situations, de nos besoins ou même de notre humeur. Certains visualisent puis ensuite font place à un discours intérieur. D'autres ont d'abord une intuition avant de mettre des sensations sur ce qu'ils veulent faire. Enfin bon, t'as compris, on a un peu tous cette capacité à switcher d'un mode de pensée à l'autre qui va nous offrir une flexibilité cognitive. Mais malgré ça, on possède quand même nos modes de pensée dominants. Et pour ceux qui ont ce discours intérieur, ou alors qui ne l'ont pas mais qui sont curieux, tu te demandes sûrement comment ça fonctionne concrètement. Plus spécifiquement, comment on peut avoir une voix à l'intérieur de notre tête. Alors ça c'est bonus, bienvenue dans un processus cérébral particulier appelé décharge corollaire. Ce mécanisme aide notre cerveau à faire la différence entre les sons que nous produisons nous-mêmes, comme le discours intérieur, et ceux qui viennent de l'extérieur. Il agit comme un filtre pour que les sons internes, comme notre monologue intérieur, restent des pensées silencieuses et ne soient pas perçus comme des voix externes. En gros, quand tu te parles ou verbalises ta pensée, ton cerveau envoie un signal pour te dire « T'inquiète BG, c'est moi qui parle, c'est interne, c'est rien ». Ce signal va alors prévenir l'audition des sons externes, permettant de distinguer les pensées internes des bruits extérieurs. Et c'est d'ailleurs la défaillance de ce système qui cause chez certaines personnes de la schizophrénie ou des hallucinations auditives, donnant l'impression que les pensées internes viennent de l'extérieur. Et autre question, est-ce que ceux qui n'ont pas le monologue intérieur ont ce filtre ? Alors oui, mais il va fonctionner différemment. Car bien sûr qu'en l'absence de voix interne à moduler, le cerveau n'a pas besoin de distinguer une voix intérieure d'un son extérieur, et que du coup, la décharge corollaire va fonctionner différemment. C'est QFD. Mais maintenant, la question que beaucoup doivent se poser, surtout si vous êtes des amateurs de compète, est-ce qu'il y a un meilleur mode de pensée ou une sorte de hiérarchie ? Et la réponse, dont vous devez vous douter, c'est que bien sûr que oui, il existe une tier list officielle et en S, on a le monologue intérieur. Bon, MDR non, la vraie réponse c'est que oui et non, vu que toutes les formes de pensée présentent des avantages et des inconvénients plutôt logiques. On n'est pas dans un modèle meilleur ou pire,
mais dans une diversité de manières de percevoir et donc d'interpréter notre réalité. Par exemple, pour ceux qui ont un monologue intérieur, tu sais que c'est utile pour analyser, préparer ou structurer ta pensée. Si jamais tu es en préparation de, je ne sais pas, un exposé, alors tu pourras te répéter mentalement les points que tu vas aborder et comment t'y prendre. Ou même en dehors de la capacité d'introspection et de réflexion sur soi, avoir sa petite voix, ça implique une sorte d'auto-évaluation continue de sa personne. Mais évidemment, le revers de la médaille, tu t'en doutes, c'est que le monologue peut vite devenir susceptible de ruminer sur tes erreurs et de te critiquer ou de le faire de façon répétée, nourrissant une spirale d'anxiété pouvant parfois mener à la dépression. Concernant la pensée visuelle, c'est particulièrement prisé dans les domaines créatifs et techniques, pour imaginer facilement des concepts abstraits ou des solutions spatiales nécessaires pour réaliser des tâches qui ont besoin d'une vue d'ensemble, comme de l'architecture ou même de l'ingénierie. Et des études montrent même que la pensée en images peut être plus rapide et intuitive, car elle fait appel à des associations visuelles immédiates, sans passer par la construction de phrases. Mais maintenant, la difficulté, c'est que dans des situations nécessitant une réflexion verbale, comme du débat, en l'absence de mots préconstruits, il est parfois difficile de traduire mot pour mot ce qu'ils voient dans leur esprit, ce qui va donc, grosso merdo, compliquer l'expression de leurs idées. Ce qui est d'ailleurs la même faiblesse pour les pensées non symbolisées. Autant cette forme de pensée où l'on sait que quelque chose sans verbaliser ou symboliser est idéal pour les prises de décision intuitives, nécessitant donc de la rapidité, c'est une forme de pensée quasi inconsciente. Mais là encore, bon courage pour partager ou expliquer tes pensées aux autres. Tu pourrais surtout avoir l'air d'être indécis ou incapable de mettre tes mots en décision, ce qui peut entraîner des malentendus dans des contextes sociaux ou professionnels notamment. Et pour notre dernier challenger, les personnes à dominante sensorielle perçoivent leur monde à travers des sensations immédiates. Elles sont intuitives et sensibles aux émotions ou aux atmosphères, ce qui peut être un atout dans des contextes artistiques ou relationnels, mais ce mode de pensée peut limiter la capacité de planification et d'analyse, car il est davantage ancré dans l'expérience présente. Trop se baser dessus, c'est se limiter et galérer dans ce qui demande plus d'anticipation ou d'organisation. Mais enfin bref, tous ces modes de pensée influencent non seulement notre façon de résoudre des problèmes ou d'interpréter le monde, mais ils affectent également notre conscience de nous-mêmes et notre gestion des émotions. Avoir un monologue intérieur, c'est soit avoir un super conseiller, soit un super bourreau. Et avoir des pensées plus visuelles ou basées sur les sensations et émotions, ça peut aider à moins ruminer sur les erreurs passées et être généralement moins anxieux. Mais c'est aussi une porte ouverte à une spontanéité émotionnelle qui te pousse parfois, par exemple, à être impulsif parce que tu as moins de possibilités de rationaliser tes émotions. Et donc, rien qu'avec ce qu'on a vu, on peut toujours se rendre compte d'à quel point on vit tous ce jeu de l'existence très différemment et pas du tout avec les mêmes armes cérébrales. Bien qu'à nouveau, nous ne sommes pas bloqués dans un système de classe où quand t'es team monologue intérieur, c'est fichu, t'auras jamais de sensation, tu pourras jamais visualiser, et vice versa. Mais on a tous, on va dire, notre mode majeur, qui est celui qui nous guide principalement, et d'autres accès plus ou moins majeurs ou mineurs aux autres modes de pensée. Mais quelque chose qu'on pourrait se demander, c'est est-ce que le monologue intérieur est vraiment essentiel pour comprendre le monde et nous-mêmes, et manquons-nous de capacité d'introspection réelle sans cette petite voix? À nouveau, non. Des chercheurs pensent qu'une absence de voix intérieure permet une forme de conscience différente, plus intuitive et moins encombrée de jugements constants. Ces individus pourraient posséder une conscience de soi non verbale, intégrée à leur perception sensorielle et émotionnelle. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de capacité d'introspection, c'est juste qu'elle est différente et moins basée sur les mots. Enfin bref. Pour finir, j'ai aussi vu quelque chose que je trouve juste fou. Certains ont théorisé que le discours intérieur pourrait être influencé par la culture et le langage, suggérant que certains contextes socioculturels favorisent une pensée plus verbale, tandis que d'autres encouragent des formes plus intuitives. Et en partant de ce constat, il est possible d'imaginer que certaines cultures valorisent moins le monologue intérieur, favorisant d'autres formes de réflexion plus visuelles ou sensorielles, et que donc, on peut trouver des différences de mode de pensée accrues entre les individus, surtout basées selon d'où ils viennent. Bref, tout ça pour dire qu'il n'existe pas d'expérience normale ou universelle dans notre cerveau, et que le fait d'entendre une voix intérieure, par exemple, est en réalité une expérience qui n'est partagée que par une partie de la population. Tous ces modes de pensée sont des variations naturelles qui viennent enrichir la palette de l'expérience humaine. Et petit moment philosophe à dessous, ces découvertes nous permettent de comprendre que chaque esprit est unique, et que comprendre ces différences est une clé pour mieux s'accepter, mieux se comprendre et surtout mieux comprendre les autres. Salut!